nos jeunes amis Tom et Huck sont repartis pour de grandes aventures. Dans le voisinage de la petite ville où ils vivent, au bord du Mississippi, il y a une grotte profonde et mystérieuse où ils savent que Joe l'Indien a caché son trésor avant de mourir. Pour pénétrer dans la grotte, ils ont utilisé la toute petite ouverture que Tom est seul à connaître. Ils peuvent ainsi, à leur retour, éblouir toute la population en montrant les sacoches pleines de pièces d'or qu'ils ont ramenées. Mais Huck s'ennuie chez la riche veuve Douglas, qui s'attendrit sur le sort de cet enfant abandonné et l'oblige à vivre maintenant chez elle comme un gentleman fortuné. Il regrette son ancienne existence de vagabond. Mais il apprend que son père est revenu dans le pays. C'est sans doute la nouvelle que son fils a trouvé un trésor qui fait revenir ce vieil ivrogne. Et par prudence, Huck va chez le juge, M. Thatcher, et met sa fortune en sûreté chez lui. Les vacances avaient commencé. Ceux qui allaient passer l'été ailleurs s'embarquaient sur le Paul Jones, et Tante Polly, en plus de Tom et de son frère Sid, avait sous sa garde Becky Thatcher. 63 et 64, pour qui cook, s'il vous plaît. Cabine 63 et 4, bien madame. Tom, allons vite. Me voilà, j'arrive. Cette fois-ci, tu ne te sauveras pas, Hucky. Tu resteras chez la veuve. Et à mon retour, tu verras, on va organiser une bande. Plus terrible encore que celle à Slade. Ce sera la bande à Tom Sawyer. Pour y être admis, il faudra jurer le secret et signer avec du sang. Tu vois, Hucky, sans la veuve, t'aurais même pas appris à signer ton nom et t'aurais pas pu entrer dans ma bande. Alors, d'accord? À la vie, à la mort? Dis donc, Tom, elle va faire quoi, ta bande? En voilà une question. Une bande, c'est une bande. Ça met des masques noirs, ça se cache, ça pille les convoitisements de fer. Oh, me voilà! C'est vieux rafio, ça fait du boucan. C'est à croire que ça va traverser l'Atlantique. Allez, salut, Hucky. Salut, Tom. Une demi-heure plus tard, le vide et la solitude reprenaient possession de ce coin du monde sur la rive ouest du Mississippi. Son ami Tom étant parti pour la durée des vacances, Huck n'avait plus personne à qui se confier. Salut. La veuve? Non, pas question. Bien sûr, c'était une brave femme, mais toujours à pleurnicher sur le sort de ce pauvre enfant et à le traiter de brebis perdu. Ça le rendait malade. Mais ce qui le tracassait maintenant, c'était son père. Il avait disparu depuis plus d'1 an et le voilà qui revenait. On l'avait rencontré, bagnaudant par le pays et toujours saoul comme autrefois. Et le fait qu'il ne s'était pas manifesté encore auprès de son fils, ça ne lui disait rien de bon. Ça cachait sûrement quelque chose. Le vieux était là, qui l'attendait. Alors, on ne connaît plus son père. Monsieur ne répond pas. Tu te prends pour quelqu'un, dis. Peut-être que oui, peut-être que non. Tais-toi. Tu t'es poussé du col pendant mon absence. Mais je vais te rabattre le caquet, moi. Pareil que tu sais lire et écrire. Qui c'est qui t'a permis d'aller à l'école? Qui c'est qui t'a mis ça dans le crâne? La veuve. Ah oui, la veuve. Et qui a soufflé à la veuve de se mêler de ce qui la regarde pas? Personne. Oui, eh bien moi, je vais lui dire de rester à sa place, à la veuve. Et prends garde, pour l'école, rideau. Je lui apprendrai à pousser un gosse à prendre des airs supérieurs avec son père et à lui donner des idées au-dessus de sa condition. Lire et écrire, qu'est-ce qu'il faut entendre? Je peux pas me supporter ça. Et bien dire merci par-dessus le marché. Non, pas moi. Tiens, dis-moi donc quelque chose. Et François leur disait, admirons l'œuvre du Créateur, tout est issu d'un unique amour, chantons,
Exultons. Ça suffit comme ça. Si je te reprends à tourner autour de l'école, je te tanne la peau, moi, et dur. Qu'est-ce que c'est que ça? On me l'a donné parce que j'avais bien fait mes devoirs. Oh, je vais pleurer, moi. Oh, on me l'a donné parce que j'ai bien fait mes devoirs. Eh ben moi, je l'aurais beaucoup mieux que ça. Tiens, une bonne raclée. On m'a dit, tiens, un dandy parfumé, toi. Regardez ça. Une table, un fauteuil, un lit avec des draps. Et ton père, ton pauvre père, qui couche sur un tas de bois à la Syrie. T'es riche, à ce qu'on dit, hein? Eh ben, raconte. Eh ben, tu réponds. On ment. Ah oui, on ment, voilà. Attention, hein. J'endure ce que je peux endurer, mais me pousse pas à bout. Il y a 2 jours que je suis dans le pays, et j'entends pas parler d'autre chose que de ta fortune. Même là-bas, à l'autre bout du fleuve, on en cause. Et c'est pour ça que je suis venu. Demain, tu m'apportes de l'argent. Je n'en ai pas. Demain, tu m'apportes de l'argent. Aïe! Ça fait l'île, j'y vais aussi, oui. C'est tout. C'est tout. Ah, moi, je vais en ville, boire un coup, histoire de m'y mettre un peu le grossier. Attention, fiston, hein. Attention. Je suis gentil, mais n'abuse pas. Sinon, tu sais ce qui va t'arriver. Huck se disait qu'il avait rudement bien fait de mettre son argent en sûreté chez le juge. Le lendemain, le père de Huck, plus saoul que jamais, se présenta chez le juge. Il lui dégoisa des vertes et des pas mûres. Il essaya de lui faire lâcher l'argent, mais le juge le fit jeter dehors. Tout le monde qui vient dehors, parfaitement. Ah, malheur, malheur. Eh ben quoi? On va voir ça. On va voir. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Si c'est pas un malheur, à mon âme. C'est une honte, parfaitement, oui, c'est honteux. Un vieillard, ah, t'as de la chance, hein. Ah, je ne m'entendais pas ça. Relevez-vous, monsieur Finn. Allons. Quel état. Oh, mon Dieu. Tout ça va s'arranger. Je suis sûre que le juge regrette d'avoir agi un peu précipitamment. Et Il y a du mère pour moi, madame. Alors, venez. Arrangez-vous. Oh, je me ça tourne, je suis mollu, moi. Tâche de pas faire bouger la charrette, toi. Non, Allez, je te retrouverai, va. Tu verras. La veuve ne voulait pas séparer Huck de son père. Question de morale, disait-elle. C'est vraiment chouette de se faire trimballer, mais il fallait pas vous le ranger pour moi, vous savez, moi. J'aime ma liberté, le luxe. Elle s'était mise en tête de régénérer le vieux. Pour atteindre ce but, elle l'habilla de neuf et fit placer pour lui un 2e lit dans la chambre de son fils. Au milieu de la nuit, le vieux ayant constaté qu'il avait soif, s'en alla par la fenêtre, tout simplement. Il partit troquer sa nouvelle veste contre une bouteille de whisky et se saoula copieusement. Huck savait que son père le rosserait à son retour, et il avait bien envie de s'enfuir. Mais il avait promis à Tom de rester et d'entrer dans sa bande. Tant pis, il resterait. Ça suffit, Johnson. Répète un peu ce que tu as dit tout à l'heure. J'ai rien dit de désobligeant. J'ai dit que vous étiez un gentleman, monsieur Finn. Ça va. Oui. Un gentleman. L'abruti, celui-là. Tenez, bande d'andouilles, voilà la fanfare. Elle vous plaît-il, la fanfare du vieux fils?
Et maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire ce que vous êtes. Tiens. Allumez donc. Et montrez-vous à la fenêtre. Allez, encore un coup. Ce n'est qu'une vieille bigote que vous êtes. Une vieille idiote. Oui, qui a voulu voler son propre fils à son propre père. Voilà qu'une vieille bigote arrive pour faire main basse sur le garçon. Et alors, vous allez l'ouvrir, cette fenêtre. Vous c'est-il que vous avez la trouille? Vous voyez bien. J'y fais pas dire. Elle trouve que c'est indigne d'elle de s'entretenir avec un illettré et dire que je serais un des hommes les plus riches de la ville si seulement on me rendait justice. Ah, bon sang. Malheur. Tiens. Ah. Bonsoir, messieurs. Je vous serais reconnaissante de transmettre au juge mes félicitations et de l'assurer que je l'approuve entièrement. Car pour venir à bout d'un énergumène de cette sorte, il n'y a qu'un moyen, c'est de le fusiller. Personnellement, je ne vois aucune autre solution. Je vous souhaite bonne nuit. En écoutant crier son père, Huck, pris de panique, allait se sauver. Mais l'énergie de la veuve Douglas lui avait donné courage. C'était quelqu'un, cette femme-là. Bien sûr, vivre sous un toit et dormir dans un lit, c'est pas drôle en été. Mais il faut convenir qu'en hiver, c'est tout de même plus confortable qu'un tonneau. Surtout qu'un tonneau, ça n'est jamais étanche. Alors quoi décider? Suivre le vieux ou rester chez la veuve? Huck se décida pour la veuve. Et pendant toute la semaine, le vieux resta invisible. Mais le dimanche suivant, la veuve qui avait oublié sa Bible à l'église chargea Huck d'aller la chercher. Allez-vous-en. Des cochons dans une église? Autrefois, il n'aurait rien dit, mais maintenant, ça le choquait. L'influence de la veuve Douglas se faisait sentir. Huck ne remarqua pas ce garçon qui pourtant cherchait depuis quelques jours à lier conversation. Il le connaissait de vue. Oui, c'était un garçon des environs. Si tu viens avec moi jusqu'au marais, je te ferai voir plein de serpents d'eau. Tu verras, il y en a des tas qui grouillent partout et qui sont pleins de venin. J'en ai vu des centaines. C'est bizarre, se disait Huck. Hier déjà, il voulait me montrer des serpents d'eau. Qu'est-ce que ça cachait? Eh bien, allons voir un peu ces serpents. Je te suis. Une explication possible. Tom en avait eu assez les vacances, il était revenu en cachette pour mettre sur pied sa fameuse bande, et il envoyait un messager à Huck. Oui, ces serpents d'eau, ça devait être un signal, un mot convenu. Tout ça était bien dans la manière de Tom qui aimait le mystère. C'est là, un peu plus loin par là, au bord d'une grande mare. Les serpents, moi, je les connais. Alors, vas-y tout seul, hein, il faut que je rentre. Au revoir.
Non, ça n'était pas Tom. Huck avait été roulé par son père. Enfin, je te retrouve. N'essaie pas de te sauver. Allez, viens. Tous deux passèrent sur l'autre rive, en Illinois. Huck en prit son parti, aventure pour aventure, autant celle-là que rien du tout. Et puis, à dire vrai, il en avait Allez, soupé de la veuve de là. Glace. Allez. Allez, relève-toi. Et descends pas les mains vides. On verra bien si la veuve arrive à te récupérer. Et si elle essaie de me faire une entourloupette avec le vieux Thatcher, je connais bien d'autres endroits pour te planquer à 6 ou 7 milles à l'amont. Ils pourront toujours te chercher, ils te trouveront pas. Allez, va dormir un peu. Moi j'ai affaire, je reviens dans 1 heure. Pourquoi l'enfermait-il? Huck n'aurait pas demandé mieux que de l'accompagner. Évidemment, le vieux Finn n'était pas commode, et Huck devait s'attendre à recevoir de temps en temps une bonne tripotée. Mais la vie avec lui ne manquerait sûrement pas de pittoresque, et Huck se demandait quelles pourraient bien être les nouvelles aventures qui l'attendaient maintenant avec son père. Le vieux Finn, méfiant, ne lâchait pas son fils de vue. On chassait, on pêchait, on vivait de ça. Parfois, il l'enfermait à clé et s'en allait au bazar, à 1 heure de là, échanger le gibier et le poisson contre du whisky. Et quand il rentrait, complètement saoul, Huck avait droit à la tripotée habituelle. Les coups, ça ne lui plaisait pas, bien sûr. Mais à part les coups, c'était plutôt la belle vie. Il y avait même parfois du vrai bon temps. C'était merveilleux de se laisser porter par le fleuve dans la nuit claire, avec là-haut des millions d'étoiles. Qu'est-ce que tu crois que c'est, ces trucs, ces étoiles? Est-ce qu'elles sont là comme ça ou est-ce que quelqu'un les a faites? Ah non, elles sont là, comme ça. C'est peut-être la lune qui les pond, comme une poule. Oh, une si petite lune et tant d'étoiles. Mais... Non, je ne pense pas. Et les grenouilles? Elles ne pondent peut-être pas des millions d'œufs, hein? Et tu crois que la lune ne pourrait pas en faire autant? Oh, les étoiles filantes, ça doit être des œufs pourris que quelqu'un balance. Arrête de dire des bêtises, t'es assommant. Seulement, la conversation avec le vieux Finn, ça n'allait pas loin. Le vieux avait décidé qu'ils iraient dimanche à Parkville, où devaient se réunir des confréries de pénitents. Car il avait un principe. C'est dans les grandes foules, disait-il, qu'on trouve le plus de gogo à plumer. Constatant que Huck n'avait plus envie de lui fausser compagnie, le vieux Finn l'emmena avec lui pour l'initier aux affaires. Il fallait bien que son fils lui serve à quelque chose, puisqu'il ne pouvait mettre la main sur son argent. Il avait bien intenté un procès au juge, mais l'affaire traînait et s'annonçait mal. Venez, pauvres pécheurs, accourez au banc de la pénitence. Venez vous délivrer du poids de vos fautes. À tout péché, miséricorde, a dit le Seigneur. Accourez, accourez, mes chères brebis galeuses. Venez guérir les plaies de l'âme. Vous voyez que le remède est simple, mes chers frères, et qu'en plus, il est gratuit. La porte du ciel est entrouverte aujourd'hui. Venez vous confesser, le Seigneur vous bénira. Amen. Accourez au banc de la pénitence et délivrez-vous. Dans ce monde où tout s'achète et tout se vend, Dieu vous donne gratuitement sa bénédiction. Accourez, accourez, venez vous confesser. La porte du ciel est ouverte, toute grande, il vous suffit d'entrer tous. Dieu vous bénit et vous accorde sa grâce. Amen. Alléluia. 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 Je suis un pécheur, je vous en supplie, écoutez-moi. Pitié pour moi, mon père, pitié. Écoutez la confession de mes fautes. Je vous en supplie. Dans tout ce vacarme,
On ne pouvait même plus entendre la voix du prédicateur. Pitié de moi, mon père. Les pèlerins sanglotaient et se bousculaient comme des fous autour des lieux de pénitence où l'on avait étalé une épaisse couche de paille pour qu'ils puissent s'en donner à cœur joie. Mais un grand Nous en pécheur. sommes tous là, parallèles. Je ne peux pas, mon père. Pourquoi donc? Parce que le remords m'étouffe. Il m'étrangle. Allons. Oui, mon fils, relevez-vous. Je puis vous assurer qu'avec un remords pareil... Mais vous ne savez êtes pas ce que j'ai pardonné fait. d'avance. Peu importe, vous êtes pardonné. Merci. Allez-en, ne péchez plus. Mon père, il y a quelque chose de très important que je voudrais dire devant tous. Oui, Je m'appelle Daniel Russell et je voudrais confesser ma faute. c'est une très sainte pensée, mon frère. Silence! Silence, écoutez tous. Notre frère que voici voudrait confesser ses fautes devant vous. Ouais, le frère Daniel Russell va tout nous dire et ainsi purifier son âme. Montez là, mon fils, que tout le monde vous entende. Allez-y, mon fils, on vous écoute. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Il faut que ça sorte. Aidez-moi. Aidez-moi. Je suis un pirate. Oui, 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 mes frères. Oui, mes sœurs. Vous m'avez bien entendu. Un pirate. Un immonde. Un misérable écumeur des mers. Il n'en croyait pas ses oreilles. Je m'étais converti. Je voulais retourner dans l'océan Indien pour ramener mon équipage et tous les pirates dans le droit chemin. Seulement, hélas, je n'ai plus d'argent. J'ai été volé il y a 2 jours. Mais qu'importe, je suis un autre homme. Un homme heureux. Et maintenant, je veux consacrer le restant de ma vie à convertir tous les pirates et en faire des missionnaires. Ils en ont rudement besoin. Mais seulement, il me faut de l'argent. Oui, oui. Et chaque fois que je rencontrerai un pirate, je lui dirai « Non, 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 ce n'est pas moi qu'il faut remercier. Non, 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 ce n'est pas moi qui t'ai converti. Mais les braves gens du jour de pénitence de Parqueville, les chers frères et les bienfaiteurs de tous les hommes de la grande nation américaine. Dans mes bras. Huck n'en revenait pas. Pour quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire, c'était tout simplement grandiose. Écoutez tous, donnez votre argent. Nous allons faire une collecte. Il est de quoi accomplir sa mission, hein? Je compte sur votre générosité. Voilà déjà, je n'ai plus rien. Prends mon chapeau. Tiens. Il ne se le fit pas dire 2 fois. Il passa parmi la foule, bénissant le troupeau, remerciant tout le monde. Il avait l'air aussi solennel qu'un appariteur des pompes funèbres. Pour la première fois, Huck se sentait fier de son père. Oui, mon gars. Oh, ah. Oh. Il avait ramassé 37,75 $, avec en plus une cruche de whisky qu'il avait barbotée en douce sous une carriole.